Mes parents ont vendu le piano que mamie m'avait légué pour 95 000 € afin d'acheter une voiture à ma sœur. Quand je l'ai dit à mamie à l'hospice, elle a appelé son avocat, il est temps qu'il le rencontre. Je m'appelle Amélie Dubois et j'ai 28 ans. Il y a 4 semaines, mes parents ont vendu le piano ancien de ma grand-mère, celui qu'elle m'avait promis, et ont utilisé les 95 000 € pour acheter à ma sœur une Peugeot flambant neuve. Ils pensaient que mamie était trop malade en soins palliatifs pour le découvrir. Ils pensaient que j'étais trop faible pour le lui dire. Ils avaient tort. Quand j'ai finalement dit à ma grand-mère ce qu'ils avaient fait, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas crié. Elle a simplement attrapé son téléphone, composé un numéro et prononcé 7 mots qui allaient détruire tout ce que mes parents croyaient posséder. L'appel est arrivé un mardi après-midi, juste après ma dernière leçon de piano de la journée. Éléonore a eu une autre crise cardiaque, a dit mon père. Pas de salutation, pas de chaleur. Elle est stable, mais il la transfère en soins palliatifs. Réunion de famille à l'hôpital dans 1 heure. J'ai tout laissé tomber. Quand je suis arrivé, mes parents et ma sœur Manon étaient déjà blottis dans un coin de la salle d'attente, parlant à voix basse. Mon père, Richard Dubois, se tenait les bras croisés. Ma mère, Diane, serrait son sac de créateur comme une bouée de sauvetage. Et Manon, de 4 ans ma cadette, toujours la favorite, faisait défiler son téléphone, levant à peine les yeux. « Bon, tu es là », a dit mon père. « Nous devons répartir les responsabilités. »« Pain, comment tu tiens le coup ?»« Pain, ça doit être dur pour toi. »« Juste de la logistique. »« Quelqu'un doit rendre visite à mère tous les jours », a-t-il continué. Diane et moi avons l'entreprise à gérer. Manon est dans une phase critique avec la famille de Daniel. Daniel Fournier. Le petit ami de Manon depuis 8 mois. Fils du plus important partenaire commercial de mon père. Alors, Amélie. Mon père m'a regardé comme s'il m'assignait une corvée. Tu t'occuperas des visites. Ton emploi du temps est flexible. Les professeurs ne font pas vraiment d'heures supplémentaires. J'ai voulu dire que j'enseignais la musique à 37 enfants chaque semaine. Que je dirigeais des programmes après l'école, que mon temps avait de la valeur, aussi. Mais je ne l'ai pas fait. Bien sûr, ai-je dit doucement. Je veux être avec elle de toute façon. Parfait. Mon père se détournait déjà. Tiens-nous au courant si quelque chose change. En me dirigeant vers la chambre de mamie, j'ai entendu la voix de ma mère dériver dans le couloir, destinée aux seules oreilles de Manon. Au moins, elle sert à quelque chose. J'ai continué à marcher. Je ne me suis pas retourné. Pas parce que je n'avais pas entendu, mais parce que j'étais tellement habitué à ce genre de douleur que j'avais cessé de m'attendre à ce qu'elle soit reconnue. La chambre de mamie Éléonore sentait la lavande et les vieux livres. Elle insistait sur les 2. Ils essaient de tout faire sentir l'antiseptique, m'a-t-elle dit lors de ma première visite. Je refuse. Si je dois mourir, je mourrai entouré des choses que j'aime. Elle avait 76 ans, vive comme l'éclair, et mourait d'une insuffisance cardiaque congestive. Les médecins lui donnaient des semaines, peut-être 1 mois ou 2 si elle avait de la chance. Je lui rendais visite tous les jours après l'école. Nous parlions de musique, de ces années de concert dans les salles du nord-est de la France, de mes élèves qui ne savaient pas encore lire les notes mais sentaient déjà le rythme dans leurs os. Un soir, elle a attrapé ma main. Sa prise était plus faible que dans mon souvenir, mais ses yeux étaient féroces. « Amélie, je dois te dire quelque chose. »« N'importe quoi, mamie. » Le Pleyel. Elle a fait une pause, laissant les mots s'installer. Le piano de ma mère. Celui de 1892. Je le connaissais bien. J'avais appris mes premières gammes sur ses touches d'ivoire à l'âge de 7 ans. Ce piano avait été la bande sonore de mon enfance, le seul endroit dans la famille où je me sentais vraiment vu. « Il est à toi », a-t-elle dit fermement. J'en ai déjà parlé à Richard et Diane. Je leur ai dit le mois dernier devant tout le monde. Ce piano t'appartient. Je me suis souvenu de cette conversation. La mâchoire de mon père se crispant. Ma mère échangeant un regard avec Manon. Ma sœur levant les yeux au ciel et marmonnant quelque chose sur de la camelote sentimentale. Mamie, tu n'as pas à le faire. Je le veux. Elle a serré ma main. Tu es la seule qui comprend ce que cela signifie. Promets-moi que tu en prendras soin. Je le promets.
Elle a alors souri, un sourire entendu qui semblait receler des secrets que je ne pouvais pas encore voir. Il y a des choses qui ont plus de valeur que l'argent, mon enfant, et certaines personnes doivent apprendre cette leçon à la dure. 2 semaines plus tard, tout a changé. Mamie m'avait demandé d'apporter de vieilles photographies de sa maison, des photos de ses jours de concert, des images qu'elle voulait voir une dernière fois. J'avais encore une clé, alors j'y suis allé en voiture après l'école un jeudi après-midi pluvieux. La maison était silencieuse, trop silencieuse. J'ai traversé le hall d'entrée, passé la salle à manger et suis entré dans le salon où le Playel avait trôné pendant 30 ans. L'espace était vide. J'ai arrêté de respirer. Là où le piano aurait dû être, il n'y avait rien d'autre qu'une empreinte rectangulaire dans la moquette. Le fantôme de quelque chose qui avait vécu là pendant des décennies, maintenant violemment retiré. Mes mains tremblaient en sortant mon téléphone. Maman. Ma voix s'est brisée. Où est le piano de mamie? Une pause, puis la voix de ma mère, désinvolte et méprisante. Ton père s'en est occupé. Des affaires d'adulte, Amélie. Tu n'as pas besoin de t'en soucier. S'en est occupé. Comment? Où est-il? Je t'ai dit de ne pas t'en soucier, maman. Clic. Elle m'a raccroché au nez. Je suis resté dans ce salon vide pendant ce qui m'a semblé être des heures, fixant l'empreinte dans la moquette. La pluie crépitait contre les fenêtres. Au loin, le tonnerre grondait. Je suis allé chez mes parents ce soir-là. Mon père a ouvert la porte avec un verre de cognac à la main, l'air agacé par l'interruption. Le piano, ai-je dit. Que as-tu fait? Il n'a même pas sourcillé. Vendu. J'en ai eu 95 000 €. Bon prix. Le monde a basculé. Tu l'as vendu? Mamie a dit qu'il était à moi. Mamie est mourante, Amélie. Il a pris une gorgée de sa boisson. Elle n'a pas besoin d'un piano. Et toi non plus. Derrière lui, j'ai entendu le tintement de clés de voiture. Manon est apparue dans le couloir, souriant. Nouvelle clé pour une nouvelle voiture. Tu lui as acheté une voiture? Ma voix était plate. Avec le piano de mamie. Mon père a haussé les épaules comme si je l'avais interrogé sur la météo. Une Peugeot. Manon doit faire bonne impression sur les fourniers. La famille de Daniel est très à cheval sur les apparences. Ce piano était censé être à moi. Et qu'en ferais-tu? Ma mère est apparue derrière mon père, les bras croisés. Tu donnes des cours de musique pour enfants, Amélie. Tu ne te produis pas en concert. Tu n'as pas la place. Manon avait besoin de cet argent pour son avenir. Son avenir. J'ai répété les mots, goûtant leur amertume. Manon s'est pavanée dans le hall, balançant ses nouvelles clés comme un trophée. Ne sois pas jalouse, Amélie. Ça ne te va pas. Elle a souri de toutes ses dents. Peut-être que si tu avais choisi une meilleure carrière, tu pourrais aussi t'offrir de belles choses. J'ai regardé mes parents, ma sœur, la vie qu'ils avaient construite où j'étais toujours la dernière roue du carrosse, toujours celle dont les besoins passaient en dernier. Est-ce que mamie le sait? Silence. C'est elle que vous avez vendu son piano? Le visage de ma mère s'est durci. Elle est en soins palliatifs, Amélie. Elle est sous morphine la moitié du temps. Elle n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit qui pourrait la contrarier. Tu veux dire que tu ne veux pas qu'elle le sache? Je veux dire, ma mère s'est approchée, sa voix baissant pour devenir froide et menaçante, que si tu le lui dis et que ça lui cause du stress et que quelque chose arrive, ce sera de ta faute. Veux-tu être responsable de la mort de ta grand-mère? L'accusation flottait dans l'air comme du poison. J'aurais dû reculer. L'ancienne Amélie l'aurait fait. Mais quelque chose avait changé en moi. Quelque chose s'était finalement brisé. Mamie a le droit de savoir ce qui est arrivé à ses biens, ai-je dit doucement. Et je ne lui mentirai pas. Je me suis retourné et je suis sorti avant qu'il ne puisse répondre. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Mon appartement me semblait plus petit que d'habitude, un modeste 2 pièces que mes parents avaient toujours moqué comme la preuve de mauvais choix de vie. Je me suis assise sur mon canapé d'occasion, fixant une photo encadrée sur l'étagère. Mamie Éléonore lors de son dernier concert il y a 20 ans. Ses doigts en suspens au-dessus des touches, son visage lumineux de détermination. Ce même piano,
celui qu'ils avaient vendu comme si ce n'était rien. Les mots de ma mère tournaient en boucle dans ma tête. Si quelque chose arrive, ce sera de ta faute. Avait-elle raison? Si je le disais à mamie, le choc la blesserait-il? Est-ce que je causerais plus de douleur dans ces derniers jours? Mais je me suis souvenu de ce que mamie m'avait toujours appris. La vérité peut blesser, avait-elle dit une fois quand j'avais 12 ans et que je ne voulais pas dire à mes parents que j'avais raté un contrôle de maths. Mais les mensonges blessent toujours plus profondément. Ils prennent juste plus de temps. J'ai ramené mes genoux contre ma poitrine et j'ai pensé aux 28 dernières années. Chaque fois que j'étais restée silencieuse pour maintenir la paix. Chaque fois que j'avais accepté moins parce que me battre semblait futile. Chaque fois que je m'étais faite plus petite pour que ma famille puisse se sentir plus grande. Et où cela m'avait-il mené? Ici, seul. Invisible. Les regardant effacer les volontés de mamie comme si ces mots ne signifiaient rien. Si je restais silencieuse maintenant, je ne maintenais pas la paix. Je devenais complice. À 3 heures du matin, j'avais pris ma décision. Mamie méritait la vérité. Elle méritait de savoir que son fils l'avait volée, lui avait menti, et avait supposé qu'elle était trop faible pour compter. Et peut-être, juste peut-être, je méritais d'arrêter de m'excuser d'exister. J'ai réglé mon réveil pour le petit matin. J'irai aux soins palliatifs avant l'école. Je lui dirai tout. Mamie était réveillée quand je suis arrivé, calée contre ses oreillers, regardant le lever du soleil par la fenêtre. « Tu as l'air de ne pas avoir dormi », a-t-elle dit doucement. C'est le cas. J'ai rapproché une chaise de son lit, j'ai pris sa main. Mamie, je dois te dire quelque chose, et ça va faire mal. Ses yeux, toujours vifs malgré tout, ont étudié mon visage. Alors dis-le-moi. Alors je l'ai fait. L'espace vide dans son salon. Les 95 000 €. La Peugeot rutilante au nom de Manon. Le mépris désinvolte de mon père. La menace de ma mère. Je lui ai tout raconté, me préparant aux larmes, au choc, au genre de dévastation qui pourrait briser ce qui restait de son cœur fragile. Au lieu de cela, mamie Éléonore a laissé échapper un long et lent soupir. Pas un hoquet de douleur, pas un cri de trahison. Un soupir. Le soupir de quelqu'un qui avait vu cela venir. Mamie, ai-je chuchoté. Elle s'est tournée pour me regarder, et son expression n'était pas accablée de chagrin. Elle était calme, presque résignée. Je savais que cela pourrait arriver, ma chérie. Tu le savais? Je connais mon fils. Sa voix était stable. Je l'ai vu devenir cette personne pendant 40 ans. J'espérais qu'il changerait, mais je me suis aussi préparé à la possibilité qu'il ne le fasse pas. Mon esprit s'emballait. Préparé comment? Elle n'a pas répondu directement. Au lieu de cela, elle a tendu la main vers sa table de chevet. Passe-moi mon téléphone, veux-tu? Je le lui ai passé, confuse. Elle a fait défiler ses contacts avec une dextérité surprenante. A trouvé un nom et a appuyé sur appeler. Puis elle l'a mis sur haut-parleur. 3 sonneries. Puis une voix d'homme, profonde et mesurée. Éléonore, comment vous sentez-vous? Je meurs, Henri. Mais j'ai l'esprit clair et c'est le moment. Une pause. Je comprends. Quand? Dimanche. La fête d'anniversaire de Diane. Chez moi. Je préparerai les documents. Merci, vieille amie. Elle a terminé l'appel et m'a regardé avec un petit sourire entendu. Mamie. Je la fixais. Qui est Henri? Maître Henri Bernard. Elle a posé le téléphone doucement. Il est mon avocat depuis 30 ans. C'était le meilleur ami de ton grand-père. Tu as ton propre avocat. J'ai beaucoup de choses que ton père ignore, Amélie. Ses yeux pétillaient malgré l'épuisement gravé sur son visage. Richard suppose qu'il comprend tout de mes affaires. Il a toujours supposé cela. C'est sa plus grande faiblesse. J'avais l'impression d'être au bord de quelque chose de vaste, regardant dans des profondeurs que je ne pouvais pas voir. Que se passe-t-il dimanche à la fête d'anniversaire de maman? Justice. Mamie a serré ma main. Retardée peut-être, mais justice néanmoins. Je ne comprends pas. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour l'instant. Elle s'est adossée à ses oreillers,
semblant soudain plus fatigué. J'ai juste besoin que tu fasses une chose pour moi. N'importe quoi. Viens à la fête, habille-toi bien, et apporte ta patience. Un fantôme de sourire. Le genre de patience que je t'ai enseigné quand tu apprenais Chopin et que tu voulais jeter les partitions à travers la pièce. J'ai presque ri malgré tout. À ce point. Pire. Son expression s'est adoucie. Mais nécessaire. Ton père et ta mère doivent apprendre que les actions ont des conséquences. Et j'ai passé 5 ans à m'assurer que lorsque la leçon arriverait enfin, elle serait inoubliable. 5 ans. Elle planifiait quelque chose depuis 5 ans. Mamie, qu'as-tu fait? Elle a fermé les yeux, l'épuisement l'emportant. Je t'ai protégée, ma chérie, comme j'aurais dû te protéger depuis le début. Je suis seulement désolé que ça m'ait pris si longtemps pour agir. Je suis resté avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, mon esprit tourbillonnant de questions. Maître Henri Bernard, dimanche, la fête d'anniversaire de ma mère dans la maison de mamie. Quelque chose était sur le point de changer. Je pouvais le sentir. Je ne savais juste pas quoi. 2 jours plus tard, je me suis retrouvé assise dans un petit cabinet d'avocat à la périphérie de Lyon. Maître Henri Bernard n'était pas du tout comme je l'avais imaginé. Il avait la fin de la soixantaine, des cheveux argentés et des lunettes à monture dorée. Ses mouvements étaient lents mais précis. Son bureau sentait le vieux cuir et le papier, tapissé du sol au plafond de volumes juridiques. Amélie Dubois. Il a tendu la main. Votre grand-mère parle constamment de vous. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Maître Bernard, Henri, s'il vous plaît. Il a indiqué une chaise en face de son bureau. Asseyez-vous. Votre grand-mère m'a demandé de vous expliquer quelques petites choses avant dimanche. Je me suis assise. Mes mains tremblaient légèrement. Votre grand-mère est une femme remarquable, a commencé Henri. Elle est aussi beaucoup plus perspicace que ses enfants ne le pensent. Elle a observé et planifié. Planifié quoi, exactement? Il a joint les mains sur le bureau. Dites-moi, Amélie, savez-vous à qui appartient la maison où vivent vos parents? À eux. Mamie la leur a donné à la mort de grand-père. L'expression d'Henri n'a pas changé. C'est ce qu'ils vous ont dit? C'est ce que tout le monde dit. Tout le monde a tort. Il a sorti un dossier de son tiroir et l'a fait glisser vers moi. Votre grand-mère a permis à Richard et Diane de vivre dans cette maison sans loyer, mais elle n'a jamais transféré la propriété. Ni légalement, ni jamais. J'ai fixé le document devant moi. L'acte de propriété, au nom d'Éléonore Lambert, clair comme de l'eau de roche. Pas de transfert, pas de modification. Ils vivent dans sa maison depuis 10 ans, ai-je dit lentement, en pensant qu'elle était à eux. Précisément. Ma tête tournait. Mais pourquoi mamie les laisserait-elle croire ça? Parce qu'elle observait, Amélie. Henri s'est penché en avant. Observant pour voir si son fils prouverait que ses craintes étaient fausses. Malheureusement, il a fait exactement ce qu'elle attendait. Ce soir-là, je suis retourné à mon appartement et j'ai commencé à chercher. Mamie m'avait donné une boîte de vieux souvenirs il y a des années, des photographies, des lettres, des fleurs séchées de son jardin. Je n'y avais jamais vraiment regardé de près. Cela semblait trop intime, comme lire le journal de quelqu'un. Mais maintenant, j'avais besoin de réponses. Je l'ai trouvé près du fond, sous une pile de programmes de concerts délavés, une enveloppe scellée jaunie par le temps, mon nom écrit dans l'élégante écriture de mamie, et en dessous, 6 mots, pour Amélie, quand tu auras besoin de comprendre. Mes doigts tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvait une seule photographie, une copie d'un document juridique. L'entête était partiellement obscurcie, mais je pouvais voir la signature de mamie en bas, datée d'il y a 5 ans. Et de son écriture, une note attachée au coin. La maison n'a jamais quitté mes mains, ma chérie. Elle n'était qu'empruntée, et certains emprunteurs ne méritent pas ce privilège. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai compris. La fête de dimanche se tenait chez mamie, la même maison que mes parents traitaient comme la leur, où ils avaient organisé des dîners et des rassemblements de vacances, où ils avaient vendu le piano qui se trouvait dans le salon comme s'il leur appartenait. Mais il ne leur appartenait pas. Il ne leur avait jamais appartenu. Mon père avait bâti tout son sentiment de statut sur une fondation qui n'existait pas.
J'ai pensé à toutes les fois où il m'avait sermonné sur les actifs réels et les investissements intelligents, toutes les fois où il s'était moqué de mon petit appartement tout en se tenant dans une maison qu'il ne possédait pas réellement. L'ironie était presque trop parfaite. J'ai remis la lettre dans son enveloppe et l'ai posée sur ma table de chevet. Dimanche était dans 3 jours. Quoi que mamie ait prévu, cela allait se produire à l'endroit que mes parents avaient revendiqué comme leur territoire, et ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. La veille de la fête, mamie a appelé. Sa voix était plus faible qu'avant, et je pouvais entendre l'effort que chaque mot lui coûtait. Mais son esprit était toujours aussi vif. Amélie, es-tu prête pour demain? Je crois que oui. J'ai fait une pause. Mamie, es-tu sûre de ça? C'est l'anniversaire de maman. Devant tous ces gens. C'est précisément pourquoi ça doit être demain. Elle a pris une lente inspiration. Ton père a vendu mon piano devant tout le monde. Il l'a annoncé à ce dîner de famille le mois dernier, comme si c'était sa décision. Il ne m'a pas demandé. Il n'a pas pensé à toi. Il a supposé que j'étais trop faible et que tu étais trop silencieuse pour compter. J'ai fermé les yeux. Je me souviens. Alors tu comprends pourquoi la leçon a besoin de témoins. Sa voix s'est adoucie. Je ne fais pas ça par vengeance, ma chérie. La vengeance est vaine. Je le fais parce que c'est juste et parce que tu mérites d'être protégée, surtout après mon départ. Des larmes me brûlaient les yeux. Mamie, j'aurais dû agir plus tôt. J'ai vu comment il te traitait pendant des années, et j'ai continué à espérer que Richard changerait. C'était mon erreur. L'amour m'a rendu aveugle trop longtemps. Ce n'est pas ta faute. Peut-être pas entièrement, mais je peux encore arranger les choses. Une pause. Je n'ai plus beaucoup de temps, Amélie. Les médecins disent des semaines, mais je pense que c'est moins. Je le sens. Alors j'ai besoin de savoir. Me fais-tu confiance? Toujours. Alors viens demain. Porte quelque chose qui te fait te sentir forte. Et quoi qu'il arrive, souviens-toi que tu n'es pas la méchante dans cette histoire. Tu ne l'as jamais été. Nous nous sommes dit bonne nuit. J'ai tenu le téléphone contre ma poitrine longtemps après qu'elle ait raccroché. Demain allait tout changer. Je devais juste être prête à le laisser faire. Dimanche est arrivé avec une pâle lumière d'hiver et le genre d'air vif qui rend tout plus net. La maison de mamie, la maison empruntée de mes parents, avait l'air presque festive. Quelqu'un avait accroché une bannière joyeux 60e anniversaire sur le porche. Des voitures bordaient l'allée et débordaient dans la rue. Je me suis garé tout au bout et je suis resté dans ma voiture un moment, pour me ressaisir. J'avais choisi une robe bleu marine, simple mais élégante, des boucles d'oreilles en perles que mamie m'avait offertes pour mon 21e anniversaire. Mes cheveux étaient soigneusement relevés. Une armure pour une bataille que je ne comprenais pas entièrement. À l'intérieur, la maison bourdonnait d'environ 30 invités, des tantes et des oncles que je ne voyais qu'aux vacances, des voisins d'autrefois, une poignée de relations d'affaires de mon père. J'ai reconnu Monsieur Fournier près de la cheminée, Daniel se tenant à côté de lui avec Manon à son bras. Le salon a immédiatement attiré mon attention. Le coin où le Playel avait trôné pendant 30 ans était vide. Quelqu'un y avait placé une grande plante en pot, essayant de combler le vide. Cela avait l'air ridicule, une excuse verdoyante pour quelque chose qui ne pouvait être pardonné. Ma mère se tenait près de la table de la salle à manger dans une robe de créateur rouge, acceptant les compliments comme une reine recevant un tribut. Mon père planait à proximité, faisant le tour de la pièce avec un charme exercé, et dans le coin le plus éloigné, presque invisible parmi la foule, était assis maître Henri Bernard, sa mallette en cuir posée à côté de sa chaise. Il a croisé mon regard à travers la pièce et a fait un signe de tête presque imperceptible. J'ai hoché la tête en retour. Ma tante Marguerite, la sœur cadette de mamie, est apparue à côté de moi. Amélie, ma chérie, comment va vraiment Éléonore? Fatiguée, ai-je dit honnêtement, mais toujours aussi vive. Elle a toujours été la plus intelligente. Les yeux de tante Marguerite se sont portés sur le coin vide. J'ai remarqué que le piano n'est plus là. Richard a dit qu'Éléonore voulait le vendre. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais la voix de mon père a percé la foule. Tout le monde, si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. Mon père se tenait au centre du salon, un verre de cristal levé, commandant l'espace comme s'il lui appartenait, ce que je savais maintenant qu'il ne possédait pas.
Aujourd'hui, nous célébrons les 60 merveilleuses années de Diane Dubois. Applaudissements. Ma mère rayonnait. Et je veux aussi prendre un moment pour partager une nouvelle familiale excitante. Mon estomac s'est noué. Comme certains d'entre vous le savent, notre fille Manon fréquente Daniel Fournier, fils de mon cher ami et partenaire Jacques. Il a fait un geste vers Daniel, qui a souri poliment. Et pour célébrer son brillant avenir, nous avons une surprise spéciale. Il a conduit toute la fête à l'extérieur où une Peugeot argentée rutilante était garée dans l'allée, un ruban rouge perché sur son capot. Un cadeau, a annoncé fièrement mon père, rendu possible par la générosité de mamie Éléonore. Elle a vendu son piano ancien pour investir dans l'avenir de sa petite fille. Manon a poussé un cri, a jeté ses bras autour de mon père et a posé pour des photos à côté de la voiture. Je suis resté figé sur le porche. Il recommençait, réécrivant l'histoire, se faisant passer pour le héros tout en effaçant complètement les volontés de mamie. Une femme que je ne reconnaissais pas s'est penchée vers son mari. Ce piano n'était-il pas censé aller à l'autre petite fille? La professeure de musique? Son mari a haussé les épaules. Les plans changent, j'imagine. Tante Marguerite est apparue à côté de moi, son visage pâle. Amélie, est-ce qu'Éléonore a vraiment accepté ça? Avant que je puisse répondre, Manon m'a repéré et a crié, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Amélie, viens prendre une photo. Ne sois pas jalouse. Je suis sûr que mamie te laissera quelque chose aussi. Peut-être sa collection de vieilles partitions. Rires épars dans la foule. Mes mains tremblaient. Ma vision était brouillée par des larmes que je refusais de laisser couler. Et puis, derrière moi, j'ai entendu le clic d'une mallette qui s'ouvrait. Tout le monde a commencé à rentrer, mais tante Marguerite a bloqué le chemin de mon père. Richard. Sa voix était stable, mais je pouvais voir ses mains trembler. Je dois te demander quelque chose. Le sourire de mon père n'a pas vacillé. Est-ce que ça peut t'attendre, Marguerite? Nous sommes au milieu d'eux. As-tu demandé à Éléonore avant de vendre ce piano? La question a atterri comme une pierre dans l'eau calme. Les conversations à proximité se sont interrompues. Mère est en soins palliatifs, a dit mon père doucement. Elle n'est pas en état de prendre ce genre de décision. Nous avons fait ce qui était le mieux pour elle. Je lui ai parlé ce matin. La voix de tante Marguerite s'est raffermie. Elle a l'esprit clair, Richard. Complètement lucide. Et elle m'a dit que tu ne lui avais jamais demandé la permission. Tu ne lui as même jamais dit. De plus en plus de gens écoutaient maintenant. J'ai vu monsieur Fournier froncer les sourcils, j'ai vu Daniel se tortiller mal à l'aise. Ma mère s'est avancée, le visage rouge. Marguerite, c'est mon anniversaire. Ne faisons pas de scène. Une scène? Tante Marguerite a ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Diane, ton mari a vendu la possession la plus précieuse d'Éléonore à son insu et a utilisé l'argent pour une voiture. Si quelqu'un fait une scène, ce n'est pas moi. La pièce était devenue silencieuse. 30 paires d'yeux faisaient la navette entre ma tante et mes parents. Le sang-froid de mon père s'est légèrement fissuré. C'est une affaire de famille. Ça n'a pas besoin d'être discuté en public. En fait, a dit une nouvelle voix derrière nous, je pense que le public est exactement l'endroit où cela doit être discuté. Je me suis retourné. Maître Henri Bernard était maintenant debout, sa mallette ouverte, un dossier de documents à la main. Il s'est dirigé vers le centre de la pièce avec l'autorité calme d'un homme qui avait fait cela 1000 fois. Bonjour à tous. Je m'appelle Henri Bernard. Je suis l'avocat d'Éléonore Lambert. Le visage de mon père est devenu blanc. Le silence était suffocant. Henri s'est positionné près du coin vide où le piano se tenait autrefois. Un choix qui semblait délibéré. Je m'excuse d'interrompre la célébration, a-t-il dit, sa voix portant facilement à travers la pièce. Mais Éléonore Lambert m'a demandé d'aborder certaines questions urgentes concernant sa succession. Étant donné les circonstances, elle a estimé qu'il était important que sa famille et ses proches entendent cela directement. Mon père a retrouvé sa voix le premier. Ma mère a un avocat. Depuis quand? Depuis 30 ans, Richard. Le ton d'Henri était poli, mais tranchant. J'ai aussi représenté votre père. Vous le sauriez si vous aviez pris la peine de demander un jour. Ok étouffé.
Quelqu'un au fond a chuchoté, « Mon Dieu, c'est scandaleux. » Ma mère s'est avancée. Éléonore est mourante. Elle n'a pas toute sa tête. Quels que soient les papiers que vous avez. Madame Dubois. Henri a levé la main, la faisant taire. J'ai rendu visite à Éléonore ce matin. Son infirmière, Carole, peut confirmer qu'elle est pleinement compétente et lucide. Elle a dicté des instructions spécifiques pour la réunion d'aujourd'hui. Il a ouvert le dossier et a sorti un document. Maintenant, je comprends qu'il y a eu une certaine confusion au sujet de la propriété, alors laissez-moi clarifier. Il a brandi le papier. Ceci est l'acte de propriété de la maison dans laquelle nous nous trouvons actuellement. J'ai vu le visage de mon père se vider de toute couleur. Remarquez le nom sur l'acte. Éléonore Lambert, pas Richard Dubois, pas Diane Dubois. Henri a fait une pause, laissant les mots s'imprégner. Cette maison n'a jamais été transférée. Elle n'a jamais été donnée. Vos parents vivent ici sans loyer depuis 10 ans grâce à la générosité d'Éléonore. Rien de plus. La pièce a éclaté en chuchotements. Mon père s'est agrippé au bord d'une chaise pour se stabiliser. Manon fixait son père, la confusion et la panique se disputant sur son visage. Et maître Henri Bernard n'avait pas fini. Ça, dit-il doucement, n'est que le début. Si vous êtes toujours là, je parie que vous retenez votre souffle de la même manière que moi à ce moment-là. Avant de vous dire ce qu'Henri a révélé ensuite, je veux vous demander quelque chose. Qui pensez-vous possède réellement cette maison? A. Mes parents, parce que mamie a sûrement dû la transférer à un moment donné. B. Mamie, parce qu'il y a eu un secret depuis le début. C. Moi, parce que le plus grand rebondissement est encore à venir. Laissez votre réponse dans les commentaires. Puis continuez à regarder pour le découvrir. La voix de mon père s'est brisée. C'est impossible. Mère a dit que la maison était à nous. Elle a promis. Elle vous a promis que vous pouviez y vivre. Henri a posé l'acte sur la table de la salle à manger où tout le monde pouvait le voir. Elle n'a jamais promis la propriété. Il y a une différence juridique significative, monsieur Dubois. J'ai vu la prise de conscience se répandre dans la pièce comme une traînée de poudre. Monsieur Fournier a fait un petit pas en arrière, s'éloignant de mon père. Une des voisines a échangé un regard entendu avec son mari. Pendant 10 ans, a continué Henri, vous avez profité de cette propriété sans payer de loyer, de facture, ou de taxes foncières, tout étant couvert par les comptes d'Éléonore. Vous l'avez traité comme la vôtre. Vous avez même fait des modifications sans permission. Il a jeté un coup d'œil aux luminaires modernes que ma mère avait installés l'année dernière. Légalement, vous êtes des locataires à volonté, et le propriétaire a le droit de mettre fin à cet arrangement à tout moment. Vous ne pouvez pas être sérieux. La voix de ma mère était stridente. Nous vivons ici depuis une décennie. Nous avons investi dans cette maison. Investi sans autorisation. L'expression d'Henri n'a pas changé. Toutes les améliorations que vous avez faites sans consentement écrit appartiennent au propriétaire, Éléonore Lambert. Manon a attrapé le bras de Daniel. C'est de la folie. Papa, dis-leur que c'est une sorte de blague. Mon père ne pouvait pas parler. Il fixait l'acte comme si c'était un arrêt de mort. Je devrais aussi mentionner, a ajouté Henri presque nonchalamment, que la loi française prend la fraude immobilière très au sérieux. Représenter la propriété de quelqu'un d'autre comme la vôtre, en particulier dans des contextes commerciaux, peut avoir des conséquences juridiques importantes. J'ai vu l'expression de monsieur Fournier passer de la confusion au calcul froid. Il regardait mon père différemment maintenant, non pas comme un partenaire, mais comme un passif. L'empire que mon père avait bâti sur un prestige emprunté s'effondrait sous nos yeux, et Henri avait encore d'autres documents dans son dossier. Maintenant, a dit Henri en sortant un deuxième document, nous en venons à la question de la fiducie. Quelle fiducie? La voix de mon père était à peine un murmure. Il y a 5 ans, Éléonore Lambert a établi une fiducie distincte, indépendante du testament qui a été partagé avec votre famille. Cette fiducie a été créée spécifiquement pour protéger ses actifs les plus précieux en cas de, il a fait une pause délicate, mauvaise gestion financière. Mauvaise gestion financière, a bafouillé ma mère. Nous sommes sa famille. Les membres de la famille peuvent toujours commettre des fautes de gestion, Madame Dubois, comme les événements récents l'ont démontré. Henri a sorti un document épais, ses pages impeccables et d'aspect officiel.
Selon les termes de cette fiducie, les actifs suivants sont irrévocablement assignés à un seul bénéficiaire, la propriété dans laquelle nous nous trouvons, les comptes financiers d'Éléonore, et tous les objets de valeur sentimentale. Y compris le piano Pleyel de 1892 qui a été récemment vendu sans autorisation. Il a levé les yeux, et son regard s'est posé directement sur moi. Le seul bénéficiaire est Amélie Rose Dubois. La pièce est devenue silencieuse. Le cri de Manon l'a brisé. Quoi? C'est de la fraude, a crié mon père. Elle a été manipulée. Cette petite. Il m'a pointé du doigt, le visage tordu de rage. Richard. La voix d'Henri est devenue glaciale. Je vous conseillerais de choisir vos prochains mots très attentivement. Tout ce qui a été dit ici aujourd'hui a été attesté par plus de 30 personnes. Tante Marguerite s'est déplacée pour se tenir à côté de moi. Sa main a trouvé la mienne et l'a serrée. Éléonore savait exactement ce qu'elle faisait, a poursuivi Henri. Elle a passé 5 ans à observer, à attendre, espérant que son fils lui prouverait le contraire. Au lieu de cela, il a vendu sa possession la plus précieuse pour acheter une voiture à la petite fille qui ne lui rend jamais visite. Il a fait une pause. Les actions ont des conséquences, monsieur Dubois. Ceci est la vôtre. Ma mère pleurait maintenant. Manon avait l'air d'être sur le point d'être malade, et je ne pouvais pas bouger, pas respirer, pas croire ce que j'entendais. Henri a laissé le chaos s'installer un moment avant de continuer. Concernant la vente du piano, il a sorti un autre document, puisque le Pleyel faisait partie de la fiducie et qu'Amélie est la bénéficiaire désignée, la vente effectuée sans le consentement du fiduciaire, c'est-à-dire Éléonore, constitue une disposition non autorisée des actifs de la fiducie. Qu'est-ce que ça veut dire? La voix de Manon était faible. Cela signifie que les 95 000 € doivent être restitués à la fiducie dans les 30 jours. Le regard d'Henri a balayé mes parents et ma sœur. Le non-respect de cette obligation entraînera un litige civil pour détournement de biens de la fiducie. Compte tenu de la traçabilité claire, je vous assure que l'issue ne serait pas favorable à votre famille. Mon père a ri, un son creux et désespéré. Nous n'avons pas 95 000 € qui traînent. L'argent est allé à la voiture. Alors je vous suggère de trouver un moyen de liquider cet actif. Henri a fait un signe de tête vers la fenêtre où la Peugeot était encore visible dans l'allée, ruban rouge et tout. Le concessionnaire pourrait accepter un retour, bien que vous subirez probablement une perte importante. Manon a éclaté en sanglots. Ma voiture? Vous prenez ma voiture? Je ne prends rien, mademoiselle Dubois. J'explique simplement les conséquences juridiques des choix de votre famille. J'ai vu Manon chercher du soutien auprès de Daniel, mais il s'était déjà éloigné d'elle, son expression soigneusement neutre. Son père lui chuchotait quelque chose à l'oreille, et aucun des deux n'avait l'air sympathique. De plus, a ajouté Henri, Éléonore m'a demandé de vous informer que votre arrangement de logement dans cette maison sera formellement restructuré. Vous pourrez continuer à y résider temporairement, mais un contrat de location en bonne et due forme sera exigé. Un bail? La voix de ma mère était à peine audible. Dans la maison où nous vivons depuis 10 ans. Dans la maison, a corrigé doucement Henri, que vous n'avez jamais possédée. La pièce était devenue mortellement silencieuse. Tous les yeux étaient sur moi. Mon père s'est tourné lentement, son visage tordu de trahison et de fureur. C'est toi qui as fait ça. Tu l'as monté contre nous. Je suis resté ferme. Non, papa. Je n'ai rien fait. Ma voix était plus stable que je ne l'aurais cru. Mamie a pris ses décisions il y a 5 ans. Avant que je ne sache quoi que ce soit. Je ne l'ai découvert que cette semaine. Menteuse. La voix de ma mère tremblait de venin. Tu as toujours été jalouse de Manon, du succès de notre famille. C'est ta vengeance. La vengeance? J'ai senti quelque chose de froid et de dur se cristalliser en moi. Je n'ai pas vendu le piano de mamie sans lui demander. Je n'ai pas dépensé l'argent pour une voiture pour moi. Je n'ai pas menti à tout le monde sur ce qui s'est passé. Je me suis avancé, regardant directement ma mère. Ce n'est pas moi qui ai dit, au moins, elle sert à quelque chose quand j'ai accepté de rendre visite à mamie tous les jours. Ce n'est pas moi qui t'ai raccroché au nez quand j'ai posé des questions. Et ce n'est pas moi qui t'ai menacé, en disant que je serais responsable de la mort de mamie si je lui disais la vérité. Des hoquets ont parcouru la foule.
La main de tante Marguerite s'est resserrée sur la mienne. J'ai passé 28 ans à être invisible dans cette famille. Ma voix n'a pas faibli. Je l'ai accepté parce que je pensais que c'était ce que l'amour exigeait. Se faire plus petit pour mettre les autres à l'aise. J'ai regardé mon père, ma mère, Manon qui pleurait encore sur sa Peugeot condamnée. Mais mamie m'a appris quelque chose de différent. Elle m'a appris que s'aimer soi-même signifie défendre ce qui est juste, même quand cela vous coûte tout. J'ai pris une profonde inspiration. Alors, voici ce que je veux que vous compreniez. Je ne m'excuse plus. Je ne reste plus silencieuse. Et j'ai fini de prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. La pièce était absolument immobile. Après que la foule ait commencé à se disperser lentement, maladroitement, avec des au revoir chuchotés et des regards évités, Henri m'a prise à part. Amélie, nous devons discuter des prochaines étapes. J'ai hoché la tête, me sentant toujours dans un état surréaliste, comme si je me regardais de l'extérieur de mon corps. Légalement, vous avez plusieurs options. Il parlait doucement pour que seul moi puisse entendre. Vous pourriez exiger une expulsion immédiate. Compte tenu des circonstances, votre grand-mère soutiendrait tout ce que vous décideriez. J'ai regardé de l'autre côté de la pièce vers mes parents. Mon père s'était effondré sur une chaise, la tête entre les mains. Ma mère se tenait figée près de la fenêtre, le mascara coulant sur son visage. Manon avait disparu, probablement dehors à pleurer sa Peugeot. Ils avaient l'air brisés. Une partie de moi, une petite partie blessée, voulait remuer le couteau dans la plaie, leur faire ressentir chaque once de la douleur qu'ils m'avaient causée pendant 28 ans. Mais ce n'était pas qui je voulais être. Je ne veux pas les mettre dehors, ai-je dit lentement. Pas immédiatement. Henri a haussé un sourcil. En êtes-vous certaine? Oui. J'ai pris une inspiration. Voici ce que je veux. Les 95 000 € sont restitués dans les 90 jours, pas 30. Je leur donnerai le temps de vendre la voiture et de s'organiser. Ils peuvent rester dans la maison avec un contrat de location formel à un loyer minimal. Après mamie. J'ai dégluti difficilement. Après son décès, ils auront 12 mois pour trouver un autre logement. C'est remarquablement généreux compte tenu de tout. Peut-être, j'ai rencontré son regard, mais je ne fais pas ça pour les punir. Je le fais parce que c'est juste et parce que je refuse de devenir le genre de personne qu'ils sont. Henri m'a étudié un long moment. Puis il a hoché la tête, une pointe de respect dans son expression. Votre grand-mère a dit que vous réagiriez de cette façon. Elle est très fière de vous, Amélie. Je sais. Ma voix s'est brisée. Je sais qu'elle l'est. L'accord a été rédigé là, sur la table de la salle à manger, en présence de tante Marguerite et de 2 des invités restants. Mon père a signé sans me regarder. La main de ma mère tremblait si fort qu'elle pouvait à peine tenir le stylo. Aucun d'eux n'a dit un mot. Au moment où la dernière signature a été apposée, la maison s'était vidée. Monsieur Fournier et Daniel étaient partis sans dire au revoir. J'ai appris plus tard que Daniel était parti en voiture alors que Manon était encore dehors en train de pleurer. Le gâteau d'anniversaire était resté intact. La bannière pendait tristement sur le porche. Tante Marguerite m'a serré fort dans ses bras avant de partir. Tu as fait ce qu'il fallait, ma chérie. Éléonore serait si fière. Elle est fière, ai-je dit doucement. Je lui ai parlé ce matin. Comme par hasard, mon téléphone a vibré. Une demande d'appel vidéo du numéro des soins palliatifs de mamie. J'ai répondu, marchant vers le coin vide du salon où se trouvait autrefois le piano. Son visage est apparu à l'écran, pâle mais paisible. L'infirmière Carole était visible en arrière-plan, souriante. Ma courageuse petite fille. La voix de mamie était faible mais chaleureuse. Comment te sens-tu? Terrifié, ai-je admis. Et soulagé et triste, tout à la fois. C'est ce que l'on ressent quand on a du courage, ma chérie. Ce n'est jamais confortable. Je ne les ai pas mis dehors. Je leur ai donné du temps. Je sais. Henri m'a envoyé un message. Ses yeux brillaient. Tu es une meilleure personne qu'il ne le mérite, Amélie. Mais c'est pour ça que je t'ai choisi. J'ai appuyé ma main contre l'écran, souhaitant pouvoir tenir la sienne à la place. Merci, mamie, pour tout, pour m'avoir protégé. Ne me remercie pas. Elle a souri,
mais c'était teinté de tristesse. Vis bien, joue de la musique, sois heureuse. C'est comme ça que tu me remercies. Je le ferai. Je sais que tu le feras, ma chérie. Elle a fermé les yeux. Je sais que tu le feras. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent probablement, et c'est tout? Tes parents ont-ils changé? La réponse honnête est compliquée. Toutes les histoires n'ont pas une fin parfaite, mais chaque histoire a une leçon. Avant de vous dire ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi, je veux vous entendre. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec votre famille? À quel point était-ce difficile? Racontez votre histoire dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. La première semaine après la fête a été chaotique. Les nouvelles voyagent vite dans les petits cercles sociaux, et l'histoire de ce qui s'est passé au 60e anniversaire de Diane Dubois s'est répandue comme une traînée de poudre. Les partenaires commerciaux de mon père sont soudainement devenus indisponibles pour des réunions. De vieux amis ont cessé de répondre aux appels. Monsieur Fournier s'est officiellement retiré du projet commun qu'il planifiait. Lorsque mon père a demandé une explication, la réponse a été froide. Je ne peux pas faire des affaires avec quelqu'un en qui je n'ai pas confiance, Richard. Si tu as trompé ta propre mère, que ferais-tu à un partenaire? L'accord aurait valu plus de 200 000 €. Parti en un instant. Manon a dû rendre la Peugeot. Le concessionnaire ne lui en a offert que 80 000 €, soit 15 000 de moins que ce que mes parents avaient payé. Elle a crié sur le vendeur pendant 20 minutes avant de finalement signer les papiers. Daniel a rompu avec elle 3 jours plus tard par SMS. Ma famille pense qu'il est préférable que nous prenions nos distances pendant un certain temps, disait le message. Traduction, il ne voulait plus rien avoir à faire avec le drame de la famille Dubois. Ma sœur, qui avait toujours été l'enfant prodige, s'est retrouvée soudainement ordinaire. Pas de voiture, pas de petit ami riche, pas de statut spécial. Elle a dû emprunter la vieille Honda de ma mère pour se rendre à des entretiens d'embauche. Je n'ai pas jubilé. Je n'ai pas tendu la main. J'ai simplement continué ma vie, enseignant le piano à mes élèves, rendant visite à mamie chaque soir. Mais je mentirais si je disais qu'il n'y avait pas une certaine satisfaction tranquille à voir les façades s'effondrer. Mon père avait passé des années à mesurer le succès en apparence, la maison, la voiture, les bonnes relations. Maintenant, il apprenait que rien de tout cela n'avait jamais été réel. La fondation sur laquelle il avait bâti son identité était empruntée, et les choses empruntées doivent toujours être rendues. 3 semaines après la fête d'anniversaire, les soins palliatifs m'ont appelé à 6 heures du matin. Vous devriez venir maintenant, a dit doucement l'infirmière. Elle vous demande. J'ai conduit plus vite que je n'aurais dû, mon cœur battant la chamade tout le long du trajet. La chambre de mamie était calme quand je suis arrivé. La lumière du matin filtrait à travers les rideaux, projetant de douces ombres dorées sur son lit. Sa respiration était superficielle, son visage fin comme du papier, mais ses yeux étaient ouverts, et quand elle m'a vu, elle a souri. Mon Amélie. Sa voix était à peine un murmure. Viens t'asseoir avec moi. J'ai pris sa main. Elle semblait si fragile, comme si je tenais un oiseau. J'ai quelque chose à te dire, a-t-elle dit lentement. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a des années. Qu'est-ce que c'est, mamie? Je suis désolé. J'ai cligné des yeux. Désolé de quoi? De ne pas avoir agi plus tôt. Une larme a coulé sur sa joue. J'ai vu comment il te traitait année après année. J'ai continué à espérer que Richard changerait, que Diane verrait ta valeur. Je me suis trouvé des excuses parce que je ne voulais pas croire que mon propre fils pouvait être. Sa voix s'est éteinte. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit, mes propres larmes coulant maintenant. Peut-être pas entièrement, mais j'aurais pu faire plus. J'aurais pu te protéger plus tôt au lieu d'attendre d'être mourante. Elle a serré faiblement ma main. Je suis désolé, ma chérie. Tu méritais mieux. Tu m'as donné tout ce qui comptait, ai-je dit avec ferveur. La musique, l'amour, la connaissance que je valais quelque chose. C'est plus qu'ils ne m'ont jamais donné. Elle a souri et pendant un instant, elle ressemblait à la grand-mère que je me souvenais de mon enfance. Forte, radieuse, pleine de vie. Je suis si fier de toi, Amélie. Tu as un bon cœur, mais tu as enfin appris à le protéger. C'est toi qui me l'as appris. Alors j'ai fait quelque chose de bien. Ses yeux se sont fermés.
Je suis fatigué maintenant, ma chérie. Reste avec moi. Toujours. Mamie Éléonore est décédée ce soir-là, paisiblement, ma main dans la sienne. Les funérailles ont eu lieu 5 jours plus tard dans la petite église qu'elle fréquentait depuis 50 ans. Selon ses vœux, c'était simple. Pas de fleurs élaborées, pas de démonstrations ostentatoires, juste de la musique, des souvenirs et les gens qu'il aimait vraiment. J'ai joué du piano pendant le service, pas le Pleyel qui avait disparu, mais un modeste piano droit que l'église possédait depuis des décennies. J'ai joué le nocturne en mi bémol majeur de Chopin, la première pièce que mamie m'ait jamais apprise. L'église était à moitié pleine. Tante Marguerite était assise au premier rang, des mouchoirs à la main. Les amis de mamie de ces jours de concert remplissaient plusieurs bancs, des femmes aux cheveux blancs qui se souvenaient quand Éléonore Lambert était un nom qui signifiait quelque chose dans le monde de la musique classique. Mes parents étaient assis au fond. Ils ne m'ont pas approché avant, pendant ou après le service. Ma mère portait des lunettes de soleil sombre qui cachaient ses yeux. Mon père regardait droit devant lui comme un homme assistant à sa propre condamnation. Manon n'était pas là du tout. Trop fragile émotionnellement, a expliqué ma mère à quelqu'un qui a posé la question. J'ai prononcé l'éloge funèbre. J'ai parlé de la musique de mamie, de sa sagesse, de sa force tranquille. J'ai parlé de la façon dont elle m'a appris que l'amour ne consistait pas en de grands gestes, mais à être présent jour après jour et à choisir de voir quelqu'un pour ce qu'il était vraiment. Je n'ai pas mentionné le drame. Les funérailles n'étaient pas le lieu. Après le service, mon père a commencé à marcher vers moi. Je l'ai vu hésiter, faire un pas, puis s'arrêter quand ma mère a attrapé son bras et l'a tiré en arrière. Il n'a jamais traversé la pièce. Peut-être voulait-il s'excuser. Peut-être pas. Je ne le saurai jamais. Mais j'avais déjà fait la paix avec le fait que certaines excuses n'arrivent jamais et que d'autres ne sont plus nécessaires. 6 mois plus tard, j'ai emménagé dans la maison de mamie. C'était étrange au début, de marcher dans des pièces remplies de sa présence, de dormir dans la chambre d'amis que je connaissais depuis mon enfance. Mais lentement, cela a commencé à ressembler à un foyer. J'ai utilisé une partie de l'argent restitué pour acheter un nouveau piano. Pas un Pleyel, cela coûte bien plus de 95 000 €, mais un magnifique Yamaha à queue qui remplissait le coin où le piano de mamie se trouvait autrefois. Différent, mais significatif à sa manière. Un nouveau départ. J'ai commencé à donner des leçons particulières le week-end. Ma première élève était la petite fille de tante Marguerite, Sophie. 8 ans, les yeux vifs, avec la même énergie impatiente que j'avais à son âge. Quand elle a joué sa première gamme complète, j'ai pleuré. Mes parents ont déménagé 2 mois après la mort de mamie. Ils n'ont pas attendu les 12 mois complets que je leur avais offerts. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas vivre dans un endroit avec tant de souvenirs douloureux. Je pense qu'ils ne pouvaient tout simplement pas supporter le rappel de ce qu'ils avaient perdu. Ils ont acheté un petit appartement de l'autre côté de la ville. L'entreprise de mon père était en difficulté, réduite de moitié. Ma mère a rejoint un autre club social, un où les gens ne connaissaient pas l'histoire de la famille. Nous ne nous parlions pas. Pas par colère, exactement, juste par distance. Certains fossés sont trop larges pour être comblés. Mais je n'étais pas amer. L'amertume est épuisante. Et j'avais une vie à construire. Le soir, je m'asseyais au piano et je jouais jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. Parfois Chopin, parfois Bach, parfois juste des mélodies improvisées qui n'allaient nulle part et partout. La présence de mamie persistait dans ces moments. Dans l'odeur de lavande du jardin qu'elle avait planté. Dans le grincement des vieux planchers. Dans la façon dont la lumière tombait à travers les fenêtres au coucher du soleil. Elle était partie, mais elle était partout. Et j'étais enfin libre. 8 mois après les funérailles, mon téléphone a sonné. Manon. J'ai fixé l'écran pendant 3 sonneries avant de répondre. Amélie. Sa voix était différente, plus petite, moins certaine. Manon. Le silence s'est étiré entre nous. 28 ans de sororité réduits à des pauses maladroites. Je n'appelle pas pour demander quoi que ce soit, a-t-elle finalement dit. Je voulais juste dire quelque chose. D'accord. J'ai beaucoup pensé à tout ce qui s'est passé, à la façon dont j'ai agi. Elle a pris une inspiration tremblante. J'étais si en colère au début, contre toi, contre mamie, contre tout le monde.
Je pensais que tu m'avais volé quelque chose. Et maintenant? Une autre pause. Maintenant, je travaille dans une agence de marketing, niveau débutant. Je prends le bus parce que je ne peux pas me permettre une voiture. Et j'ai commencé à suivre une thérapie. Je n'ai pas répondu. J'ai juste écouté. Ma psy dit que j'ai beaucoup de choses à déballer à propos de maman et papa. Sur la façon dont j'ai été élevé, sur pourquoi je pensais que je méritais tout sans l'avoir gagné. Elle a ri, mais c'était creux. Il s'avère qu'être la favorite n'est pas vraiment un cadeau. C'est un piège. Je suis contente que tu travailles là-dessus, ai-je dit. Je ne te demande pas de me pardonner. Sa voix s'est brisée. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que je comprends maintenant pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Pourquoi mamie a fait ce qu'elle a fait. Mamie t'aimait aussi, Manon. Elle ne pouvait simplement pas récompenser un comportement qui blessait les autres. Je sais. Un reniflement. Je le sais maintenant. Nous sommes restés en silence un moment. Si jamais tu veux parler, ai-je dit lentement, je suis prête à écouter. Mais la confiance prend du temps à se reconstruire. Je comprends. Bien. Nous avons raccroché sans nous dire au revoir. Non pas par froideur, mais parce qu'aucune de nous ne savait comment faire. Certaines portes, une fois fermées, s'ouvrent lentement, mais elles peuvent toujours s'ouvrir. C'est le printemps maintenant, une année complète depuis que mamie est entrée en soins palliatifs. Ce soir, je suis assise à mon piano alors que le soleil se couche sur le jardin. Les fenêtres sont ouvertes et une brise chaude transporte l'odeur du jasmin et de l'herbe fraîchement coupée. Je joue le nocturne préféré de mamie, celui qu'elle a interprété lors de son dernier concert il y a 20 ans. Les notes flottent dans la maison vide, remplissant le silence de quelque chose de plus doux. Je pense à tout ce qui s'est passé, la trahison, la révélation, les limites que je n'aurais jamais cru avoir le courage de fixer. Je pense à mamie, sa force, sa patience, sa détermination tranquille à me protéger, même quand je ne savais pas que j'en avais besoin. Je pense à mes parents dans leur petit appartement, reconstruisant une vie qui ne sera jamais tout à fait ce qu'ils avaient imaginé. À Manon prenant le bus, apprenant pour la première fois ce que signifie gagner quelque chose. Je ne les déteste pas. La haine demande trop d'énergie. Mais je n'ai plus besoin d'eux non plus. Et c'est une forme de liberté que je ne m'attendais pas à trouver. Le nocturne se termine. Les dernières notes restent suspendues dans l'air, puis s'estompent dans le calme du soir. Je regarde la photo de mamie sur le piano. Elle a 60 ans, radieuse, les doigts en suspens au-dessus des touches du pleyel. Je chuchote, je vais bien, mamie. Je vais plus que bien. Quelque part, j'aime à penser qu'elle m'entend. Je ferme le couvercle du piano, me lève et me dirige vers la fenêtre. Les étoiles commencent tout juste à apparaître, des piqûres de lumière dans le ciel qui s'assombrit. Je n'ai pas le piano original. Je n'ai pas la famille que je pensais avoir. Mais j'ai quelque chose de mieux. Je me suis. J'ai des limites. J'ai une vie que j'ai bâtie sur la vérité au lieu du silence. Et c'est ça, le véritable héritage que mamie m'a laissé.